Bienvenue à tous les passionnés de Britannia. Cette vidéo est la suite de la précédente. Elle fait partie de la troisième section du volet 2 de la saga. Le volet 1 a traité de la saga dans son ensemble sur le plan des généralités. Il correspond à la première vidéo de la playlist. Le volet 2 reprend tous les thèmes du premier volet en entrant le plus possible dans les détails. Ce deuxième volet est conséquent et nécessite plusieurs vidéos qualifiées de sections. La première section a traité de Albion avant César. La deuxième section a traité des 2 raids de César en Bretagne. Cette troisième section traite de Britannia de plus 43 à plus 410. La quatrième section traitera des âges sombres entre 410 et 590. La cinquième section traitera de la période anglo-saxonne entre 590 et 1066 qui verra la formation de l'Angleterre. Cette troisième section du volet 2 de la saga qui a débuté par la vidéo précédente nécessite plusieurs chapitres qui vont chacun faire l'objet d'une vidéo spécifique. La vidéo précédente a traité des 89 ans de diplomatie entre les 2 raids de César et l'arrivée des légions en plus 43. Cette vidéo proprement dite traite de l'arrivée des légions en plus 43 pour la conquête claudienne de l'île jusqu'à Agricola en plus 77. La vidéo qui suivra traitera des actions de Agricola en Britannia qui inaugure la période de son apogée jusqu'à la fin du IIe siècle. Enfin, la quatrième et dernière vidéo de cette troisième section traitera de la décadence de Britannia et de sa fin en 410. Le volet 3 traitera spécifiquement de la réalité mais aussi de la légende arthurienne, sans parler de la table ronde ni de la quête du Saint Graal qui ne sont pas le sujet. En ce qui concerne les volets 4, 5 et 6 qui servent d'appendice à la saga, ils traiteront successivement des légions qui ont participé à la conquête, de l'Empire des Gaules de Posthume et de la chronologie des rois britons. Le début de la conquête romaine de l'île de Bretagne. En 43, l'empereur Claude a en fait plusieurs raisons pour envahir Britannia. En premier lieu, et peut-être le plus important, il est certain qu'il souhaite neutraliser les restes du culte druidique susceptible d'être un appui pour les révoltés gaulois du continent et dont les bases subsistent en Bretagne. C'est sa raison la plus solide pour envahir la Bretagne. En deuxième lieu, l'intérêt des commerçants romains a également pu influencer sa décision. Et enfin, de manière diplomatique, il se sert du roi Verica l'Atrobate comme prétexte à l'invasion. Ce dernier souhaite récupérer son trône spolié par le Catuvelloni Cunobellinos. La situation politique sur l'île est que les Catuvelloni sont en passe de détruire les assises qui avaient été mises en place depuis César, car ils contrôlent les Trinovantes, les Corytani et mettent à mal les Atrobates. Claude envoie 4 légions en Bretagne. La 2e Augusta, confiée au jeune Vespasien, celui-là même qui deviendra empereur en 69 et qui inaugurera la dynastie des Flaviens. La 9e Hispana, confiée à Caius Osidius Geta. La 16e Germina Marcia Victrix et la 20e Valeria Victrix, commandées toutes deux par Aulus Plautius, ancien gouverneur de la Pannonie. L'histoire de ces légions fera l'objet du 4e volet de cette saga. Les historiens estiment que le corps de débarquement comprenait 40 000 hommes. Le gros des troupes romaines partit de Boulogne et débarqua à Rutupiae, Richborough, sur la côte est du Kent, chez les Cantiaci, mais aucune localisation n'est certaine. Port important avec Douvres, Rutupiae est l'un des points de départ de la voie romaine de Watling Street, laquelle mène à Canterbury, Londres, Saint-Alban et Wroxeter, Viroconium. D'importants vestiges du site sont toujours visibles, connus sous le nom de Richborough Fort. Les premières levées de terre ont été effectuées au milieu du 1er siècle, probablement pour protéger la tête de pont et les entrepôts de l'armée romaine.
Le site s'est progressivement transformé en établissement civil, puis en fort du commandement militaire de la côte bretonne en 277. La construction du dernier fort est attribuée à Carausius à la fin du IIIe siècle. Certains historiens, comme John Manley, pensent que l'armée romaine est partie de Boulogne pour atteindre des terres près de Chichester ou près de Southampton, en face et à l'est de l'île de Wight, sous le royaume Atrébat. La résistance britannique était dirigée par les frères Togodumnus et Karatakos, les deux fils cadets du grand roi Cunobelinos des Catuvelloni. Aminios, le fils aîné de Cunobelinos, avait obtenu le contrôle des Cantiaci, mais il fut chassé de Bretagne en 40, pour querelle familiale, on n'en sait rien. Il prend refuge auprès de Caligula, et ensuite on perd sa trace. Togodumnus peut probablement être identifié avec le roi légendaire Guiderius de l'Historia Regum Britanniae de Geoffroy de Monmouth. On considère habituellement qu'il prend avec Karatakos son frère la tête de la résistance des Bretons face aux Romains, mais qu'il est tué dès le début de la campagne. Toutefois, des spécialistes estiment désormais qu'il se range du côté des Romains et qu'il est rebaptisé Tiberius Claudius Cogidubnus. Togodumnus est toutefois considéré comme le premier chef de la résistance à l'invasion aux côtés de son frère Karatakos. Il est donc rapidement déclaré mort après la bataille près de la Tamise en l'an 43. Cette victoire romaine augure une victoire totale. Le commandant romain Aulus Plantius traverse alors le fleuve et envoie un message à Claude lui demandant de se joindre à lui pour la progression finale vers la capitale des Catuvelloni, Colchester. Dion Cassius indique que par leur féroce résistance, les Britons voulaient venger Togodumnus et que Aulus Plantius doit demander l'aide de l'empereur pour terminer la conquête. Claude débarque en Bretagne, toutefois comme il n'est pas un empereur guerrier, il ne séjourne pas plus de 16 jours en Bretagne. Et il est probable que les Britanniques n'étaient pas encore vaincus au moment de son départ. Après la mort de Togodumnus, le commandement passe à son frère Karatakos, qui reprend le combat contre l'invasion romaine. Karatakos permettra que le territoire briton demeure indépendant jusqu'en 51. En ce qui concerne Karatakos, Karatakos est donc le frère cadet de Togodumnos, et il mène seul la défense de l'île contre les légions d'Aulus Plantius après la disparition de son frère. Il est défait dans 2 batailles consécutives, la première peut-être sur le fleuve Medway et la seconde sur la Tamise. C'est alors que le légat Aulus Plantius offra à Claude la capture de la ville de Colchester. Cependant, Karatakos survit à cet épisode et continue la guérilla, permettant à son territoire de rester indépendant des Romains jusqu'à sa capture en 51. En 51, selon Tacite, il rejoint le pays de Galles où il combat avec les Silures et les Ordovis contre le propréteur Publius Ostorius Scapula. Ce dernier le défait dans une nouvelle bataille, mais Karatakos parvient encore à s'échapper tandis que sa famille est prise. Prenant la direction du nord, il se réfugie chez Cartimandua, la reine des Brigantes. Mais celle-ci le trahit et le livre aux Romains. Il est alors conduit à Rome pour orner le triomphe du vainqueur avec toute sa famille. Le discours qu'il prononce devant l'empereur Claude le sauve. Selon Dion Cassius, quand il vit la richesse de Rome, il aurait dit « Comment osez-vous, vous qui possédez tant de luxe, convoiter nos pauvres tantes ?» Lui et sa famille peuvent désormais vivre dans la paix à Rome. La bataille décisive fut donc la première et eut lieu en 43 sur la Medway, près de l'actuel Rochester, dans le territoire des Cantiaci, au sud de Llandinium. Sa localisation n'est cependant pas certaine et d'autres hypothèses ont été avancées. Ce fut le premier affrontement qui caractérise l'invasion romaine de la Bretagne. La bataille nous est connue par le récit de Dion Cassius. Une importante armée britannique livra bataille aux légions romaines près de Rochester sur la rivière Medway. La bataille fit rage pendant 2 jours, et étant donné son rôle crucial, Caius Osidius Geta, qui commandait la Legio IX Hispana,
se vit ensuite décerner les ornements triomphaux. Les Britanniques furent chassés à travers la Tamise par les Romains avec de lourdes pertes et Togodumnus disparut peu après. En bref, les Romains conquirent et balayèrent le sud-est de l'île, prenant la capitale Colchester. Alors que Carathacos s'enfuit vers l'ouest pour rejoindre les Gaëls et continuer la résistance, l'empereur romain Claude vient personnellement jusqu'en Bretagne savourer la victoire. Il n'y reste que 2 semaines, comme on le sait, puis il retourne célébrer son triomphe à Rome et il prend le titre de Britannicus qu'il transmettra à son fils. Les forces du jeune légat Vespasien à la tête de la 2e Augusta et celles du légat Aulus Plantius à la tête de la 20e Valeria Victrix poursuivent Carathacos vers l'ouest tout en matant les tribus hostiles jusqu'à Exester. Dès lors, les légions romaines se mirent au travail pour construire un réseau de routes dont la plus importante à l'époque fut la Fossway. La Fossway est une importante voie romaine longue de 354 km qui relie Exester à Lincoln. Elle traverse notamment Bath, Cirencester et Leicester. Elle rejoint les voies d'Akeman Street à Cirencester et Ermine Street à Lincoln et croise la Watling Street à Hyde Cross au sud de Leicester. Elle est particulièrement remarquable pour son extrême rectitude. Le mot fosse est dérivé du latin fossa, signifiant fossé. Pendant les premières décennies suivant la conquête romaine de la Bretagne en 43, Fossway formait la frontière occidentale de la province. Il est possible que la route ait été à l'origine un fossé défensif comblé et transformé par la suite en route, ou qu'un fossé ait longé la route. Fossway est la seule voie romaine de Grande-Bretagne à avoir conservé son nom latin, les autres ayant reçu un nom saxon après le départ des Romains. Plusieurs sections de la voie sont aujourd'hui des routes modernes ou des chemins et matérialisent des limites administratives. D'autres voies romaines sont rapidement construites au sud de la Fossway. La Portway reliant Dorchester à Londinium, la Stan Street reliant Chichester à Londinium, la portion sud de la Walting Street de Douvres jusqu'à la Fossway à Venonis, la portion sud de l'Ermine Street reliant Londinium à Lincoln, l'Akeman Street reliant Londinium à Saint-Alban, puis rejoignant la Fossway à Corinium. Plus des routes secondaires, notamment en territoire icénie, vers Colchester et Norwich. On voit que Londinium constitue un carrefour important. Dans les 4 années suivant l'invasion de 43, les Romains avaient également balayé le nord de l'île, arrivant plus ou moins jusqu'à la ligne de l'estuaire du Humber. En 47, Vespasien quitte la Bretagne. Lorsqu'il arrive à Rome, sa gloire est telle qu'il bénéficie d'un triomphe, privilège de plus en plus rare pour les militaires n'appartenant pas à la famille impériale, car Vespasien était d'origine plébéienne. Son succès en tant que légat de la Légion, poste prestigieux, lui valut en 51 une nomination de consul, puis de proconsul de la part de l'empereur Claude. Par la suite, il est missionné en Afrique, puis accompagnera Néron en Grèce et deviendra légat de Judée. Il sera empereur en 69 en fondant la 2e dynastie d'empereurs après celle des Julio-Claudiens, les Flaviens. Toujours en 47, le gouverneur Publius Ostorius Capula lance une offensive contre les tribus du pays de Galles, cherchant pour l'occasion à mettre la main sur Carathacos, mais il rencontre une résistance acharnée de la part des Gaëls. En 51, selon Tacite, Carathacos mène les Silures et les Ordovis du pays de Galles contre le propréteur Publius Ostorius Scapula. C'est alors qu'il est capturé par le Romain et envoyé comme prisonnier à Rome. Publius Ostorius Capula meurt l'année suivante en 52. C'est son remplaçant, le nouveau gouverneur Didius Gallus, qui parvient toutefois à s'emparer de la région. Didius Gallus monte ensuite vers le nord jusqu'à ce qui deviendra Luguvalium à l'extrême ouest du futur mur d'Adrien. Didius Gallus fait également une expédition chez les Icénies, dirigée par le roi Prasutagos, un moment tenté par une révolte. Prasutagos était un roi brito-romain de l'île de Bretagne au 1er siècle après Jésus-Christ. Roi des Icéniens dans la région qui est aujourd'hui le Norfolk, au nord-est de la Grande-Bretagne,
Il était l'époux de la reine Boadicée, ou Boadicea, ou Boudica. Il est le successeur vers 47 du roi Antédios qui avait conclu une alliance avec Rome afin de protéger son peuple et ses terres. C'est en 25 qu'Antédios accède à la royauté chez les Icénies. Il est établi que durant l'invasion romaine de l'île de Bretagne, en 43, il observe une neutralité bienveillante voulant rester un client de l'occupant. Il émet des pièces de monnaie portant son nom, en TED, mais doit les retirer de la circulation, vraisemblablement sous la pression des Icéniens eux-mêmes. Antédios est probablement mort vers 47. Le pro-romain, Prasutagos, lui succède. Tacite dit que Prasutagos vécut une vie longue et prospère, conformément aux lois romaines ou bien pour s'attirer les bonnes grâces de l'empereur Néron. Il légua à sa mort la moitié de son royaume, à sa femme Boadicée et ses 2 filles, et l'autre moitié à l'Empire romain. Catius Decianus, étant le procurateur romain chargé de s'assurer que le testament soit bien respecté, enchaîne les humiliations envers les Icéniens, augmentant leurs impôts, lançant les soldats piller leurs biens et leurs terres et les réduisant en esclavage pour les revendre dans l'Empire. La famille du défunt roi en fut elle-même victime. Boadicée fut flagellée devant son peuple et ses 2 filles furent violées par les légionnaires romains. Ces actes déclenchèrent la colère de son peuple et constituèrent le motif d'une des plus grandes révoltes celtes de l'histoire. Lorsque Néron monta sur le trône impérial en 54, les gouverneurs Quintus Veranius et Caius Suetonius Paulinus déclenchèrent une offensive qui aboutit à la conquête de l'île d'Anglesey en 60, afin d'y massacrer les druides qui s'y étaient réfugiés. Connue sous le nom de Mona du temps des Romains, l'île d'Anglesey était associée aux druides celtes. Cette disparition de l'élite des druides répond aux vœux de Claude et avait été pour ce dernier le véritable prétexte à l'invasion de la Bretagne. Vers 61 après Jésus-Christ, le général romain Caius Suetonius Paulinus parvient à détruire les Némétones, les temples et bosquets sacrés druidiques de l'île de Mona. Cette action fut réitérée une seconde fois en 78 par le général Agricola. À chaque fois, déterminés à saper l'autorité des druides, ils attaquèrent l'île et détruisaient les Némétones. L'île fut ensuite envahie par les Saxons au 5e siècle, puis par les Vikings au 9e siècle et enfin par les Normands qui la rattachèrent au royaume d'Angleterre. Donc, en 61, Néron peut faire occuper l'île de Mona. Le sanctuaire foyer du druidisme est détruit. Les Romains eurent ensuite à écraser la rébellion de Boadicée, la reine des Icénies. Boadicée est née en 30 et elle meurt au combat en 61. La révolte des Icénies est contemporaine de celle des Bataves sur le continent. Les troupes de Boadicée prirent plusieurs villes, massacrèrent les garnisons romaines et pillèrent Colchester et Saint-Alban et Londinium. À la bataille de Camulodunum, les Romains subissent une cuisante défaite et sont écrasés, ce qui altère le moral de Néron quant au maintien de la colonie de Britannia. Selon Suétone, Néron envisage même d'évacuer l'île, mais Suetonius Paulinus reprend le dessus et finit par mater la révolte. Il défait de manière décisive l'armée bretonne à la bataille de Watling Street et Boadicée mourut peu de temps après. Les historiens romains annoncent un bilan terrible pour ce conflit. 70 000 Romains massacrés au début de la révolte et sûrement beaucoup plus de Britons. La velléité romaine d'expansion de la conquête de l'île est, à ce moment, annihilée. La bataille de Watling Street s'est déroulée en 60 ou 61 et met un terme à la révolte menée par la reine Boadicée contre l'occupation romaine. La localisation précise de cette bataille n'est pas connue, mais la plupart des historiens la placent entre Londinium et Viroconium.
sur la route romaine connue à l'époque moderne sous le nom de Watling Street. Le site le plus probable pourrait être Manchester, dans le Warwickshire, dont le nom antique, Manduecedum, signifie lieu des chariots. Suetonius Paulinus était en mauvaise posture, car le préfet Poenius Postumus, qui dirigeait la Légion II Augusta, alors basée en Cornouailles, avait refusé de venir à son aide. La disproportion des forces en présence est à première vue énorme. Suetonius Paulinus disposait de la 14e Légion et d'une vexillation de la 20e, ainsi que de troupes auxiliaires. Une vexillation est un détachement de l'armée romaine formé comme corps expéditionnaire pour une durée variable, le terme se référant à l'étendard vexillum qui portait l'emblème et le numéro de la légion mère. Tacite évalue l'ensemble de ses forces à quelques 10 000 hommes, face à 230 000 Britons, s'il faut en croire Dion Cassius. Le général romain avait disposé ses forces dans une gorge étroite bordée de bois, de façon à protéger ses flancs et ses arrières. Bien que moins nombreux, les Romains, par leur discipline, défirent les tribus alliées en leur infligeant de lourdes pertes. Les Britons, sûrs de la victoire, avaient disposé derrière eux des chariots avec leurs femmes pour qu'elles puissent assister à la bataille. Cette présomption leur coûta cher. Lorsqu'ils se débandèrent, les chariots leur coupèrent le chemin. Les Romains tuèrent indistinctement les hommes, les femmes et même les bêtes de somme. Quelques 80 000 Britons restèrent sur le terrain, alors que les Romains n'en perdaient que 400. La bataille marqua la fin de la résistance à la domination romaine en Bretagne dans la moitié sud de l'île. Cette période de Pax Romana durera jusqu'en 410. En 60 après Jésus-Christ, la Grande-Bretagne était une île qui avait, d'après les estimations des historiens, une population d'environ 2 millions d'habitants au maximum, ce qui veut dire que plus de 11% de la population de l'île participa au combat. On estime que entre 60 et 65, les guerres en Bretagne vont causer la mort d'au moins 500 000 personnes, soit au combat, soit de famine, soit d'attaques de villes et de villages, soit par la guérilla. Un Breton sur 4 mourut du fait de la conquête romaine pendant ces 5 années. Il faut aussi ajouter la réduction en esclavage d'une grande partie de la population de l'île. Presque tous les druides de l'île furent sauvagement assassinés. Néron meurt en 68. S'ensuit une année instable où se succèdent 4 empereurs. Et en 69, Vespasien devient empereur et inaugure la dynastie flavienne. Vespasien connaît le terrain breton et son nouveau et prestigieux statut lui interdit l'humiliation d'un échec en Bretagne. Il reprend donc la conquête romaine à son compte. Il nomme de nouveaux généraux qui vont particulièrement s'illustrer. De 71 à 74, Quintus Petilius Cerialis,
soumet les Brigantes dans la chaîne Pennine, la dorsale montagneuse du centre de l'île de Bretagne. Les Brigantes étaient entrées en révolte sous la conduite de leur chef, Vénusius. Vénusius, qui est alors roi des Brigantes dans le nord de l'île de Bretagne, est l'ex-époux de la reine Cartimandua, celle-là même qui avait livré Carathacos aux Romains en 51. Quintus Petilius Cerialis défait Vénusius à proximité de Stanwix. Ces succès entraînèrent la romanisation rapide des Brigantes et des Parisis. l'Ermine-Street sera prolongée jusqu'à York et Buracum, qui deviendra un poste pour l'une des 3 légions romaines de l'île en 150. De 74 à 77, c'est au tour de Sextus Julius Frontinus, successeur de Quintus Petilius Cerialis, de lancer une vaste campagne militaire dans l'archipel, conduisant à l'assujettissement des tribus galloises et d'autres tribus hostiles à la présence romaine sur l'île. La Watling Street sera prolongée au nord du pays de Galles jusqu'à Deva, Chester, qui deviendra elle aussi un poste pour une des 3 légions romaines de l'île en 150. Enfin, de 77 à 84, c'est Cneius Julius Agricola qui anéantit la résistance du pays de Galles, puis qui marche sur les Pennines. Agricola est né en 40 et il meurt en 93. Il est né en Gaule narbonnaise. Il commence sa carrière militaire en Bretagne sous les ordres du gouverneur Suetonius Paulinus. Il est tribun de la plèbe en 66 et préteur en 68. Il soutient Vespasien pendant l'année des 4 empereurs et obtient un commandement militaire en Bretagne lorsque ce dernier devient empereur romain. À la fin de son commandement en 73, il est fait patricien à Rome et nommé gouverneur de la Gaule aquitaine. En 77, il devient consul suppléant et gouverneur de Bretagne. Il y achève la conquête de l'actuel pays de Galles et du nord de l'Angleterre. Il conduit son armée à l'extrême nord de l'Écosse, établissant des forts dans la plupart des Lowlands. Il est rappelé de Bretagne en 84 après un service exceptionnellement long, puis il prend sa retraite de la vie militaire et publique avant de décéder en l'an 93 sous le règne de Domitien, le dernier des Flaviens. La dynastie flavienne comprend Vespasien de 69 à 79, Titus de 79 à 81 et Domitien de 81 à 96. Agricola est par ailleurs le beau-père de l'historien et sénateur romain Tacite, né en 58 et mort en 120. En mettant en œuvre une stratégie fondée sur la guérilla et le harcèlement, Agricola obtint la réduction de nombreuses tribus. Son ultime succès eut lieu lors de la bataille du mont Gropius, située en Écosse, où il remporte une victoire décisive contre les troupes de Calgacos en 83, bien qu'il dût faire face aux Pictes qui résistèrent. Agricola se permit ensuite une reconnaissance par mer des côtes les plus au nord de l'île de Bretagne. Il est le premier à reconnaître le caractère insulaire de l'île en effectuant le tour complet de la Bretagne avec sa flotte. Son œuvre accomplie dans le domaine civil est considérable, mettant fin aux abus dans la collecte de l'annone, ravitaillement du peuple romain en denrées, et mettant en place un important programme de romanisation des élites locales. Agricola, plein de fougue, voulait assujettir la Calédonie et les Highlands. Il sera dépité qu'on le lui refuse, car Domitien le rappelle avant qu'il n'en parachève la conquête. Pour ses victoires en Bretagne, Agricola reçut les ornements triomphaux et l'honneur d'une statue officielle. Lui préfère un retour dans la discrétion. Il refuse alors divers proconsulats en Asie et en Afrique. Il se retire jusqu'à sa mort le 10 des calendes de septembre de l'an 93, dans l'année de ses 54 ans. Son épouse, ainsi que sa fille, elle-même épouse de Tacite, lui survivent. L'empereur est nommé cohéritier d'Agricola dans son testament. Pour Cneius Julius Agricola, il était insensé qu'un certain nombre de gouverneurs ne soient pas parvenus à mater le nord de l'île.